Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleur d'Avocat, le podcast où je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Pour ce 6e épisode, j'ai offert aux auditrices présentes lundi dernier à la première rencontre Fleur d'Avocat auditeur le choix entre deux profils. D'une part, un jeune avocat d'affaires ayant récemment monté son cabinet, et d'autre part, une avocate associée d'un cabinet d'affaires également, comptant, elle, près de 20 ans de barre. C'est à l'unanimité que les auditrices ont voté pour le premier de ces profils, marquant ainsi le grand retour du sexe masculin sur Fleur d'Avocat. J'ai donc le plaisir de partager avec vous ma discussion avec maître Arthur Millerand, associé du cabinet Parallèle, qui est un cabinet spécialisé dans l'économie numérique et en particulier dans le droit des plateformes numériques, qu'il a fondé avec son ami maître Michel Leclerc. J'ai rencontré Arthur lors de mon stage au sein de l'équipe contentieux du cabinet Clifford Chance où il était alors collaborateur. C'était en 2015. Nous avions un peu travaillé ensemble et de manière globale, je trouvais qu'il dégageait quelque chose de très sain. Un mélange de grandes compétences et de confiance en lui, mais sans arrogance, manifestement bien occupé tout en restant très disponible et toujours le sourire aux lèvres. J'ai suivi son évolution depuis les réseaux sociaux, saluant la sortie du livre Économie collaborative et droit, les clés pour comprendre qu'il a coécrit, puis ses apparitions de plus en plus fréquentes dans les médias, et enfin, sans grande surprise, le lancement de Parallèle Avocat. Arthur fait partie de cette jeune génération d'avocats qui a envie de repenser l'industrie du droit, que ce soit dans la façon d'exercer le métier d'avocat que dans celle de vendre les services juridiques, et personnellement, je suis fan. Ça s'entend dans l'épisode d'ailleurs. En plus d'écouter cet épisode, je vous invite aussi de tout cœur à jeter un coup d'œil au site internet de Parallèle Avocat, à feuilleter la revue Third, ainsi qu'à lire leur manifesto et leur article intitulé How we try to be better lawyers in the digital era, soit en français, comment nous essayons d'être de meilleurs avocats à l'ère du digital sur Medium. Bonne écoute! Bonjour Arthur Millerand. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors dis-moi Arthur, comment et pourquoi es-tu devenu avocat ? Je suis devenu avocat un peu par hasard, je pense. Je suis rentré à Sciences Po, je voulais faire, comme beaucoup de gens à Sciences Po, des affaires publiques et disons rentrer dans l'administration. Puis rapidement, je me suis rendu compte que c'était quand même extrêmement difficile de le devenir, donc j'ai cherché un examen un peu plus accessible. Et j'avais eu des cours de droit qui étaient très sympathiques. On m'avait donné un cas pratique où j'étais l'avocat de David Beckham, ça m'avait bien plu, donc je me suis lancé dans le droit. Donc en fait, ça a été un choix de fainéantise. Oui, exactement. Ouais. C'est un petit peu de la flemme, mais après, bon, le métier et les études sont suffisamment ardus et challenging pour se rendre compte qu'en fait, tu fais pas ce choix-là par fainéantise. Ouais. Et du coup, après Sciences Po, après les 3 premières années de Sciences Po, tu as fait ton Master 2 et à Sciences Po aussi ? Oui, alors à Sciences Po, j'ai fait l'école de droit, qui est dans un Master droit économique, qui est 2 ans de Master, qui te permet de passer le barreau. En parallèle de ça, j'avais fait une licence de droit par correspondance à Paris 1. Ah ouais, quand même. Et à la fin du Master 2, j'ai passé le barreau et je suis allé en Master 2 recherche à Assas, en droit privé général, pour compléter ma formation avec quelque chose de très théorique et très universitaire. Est-ce que tu avais l'impression que Sciences Po t'avait pas assez formé justement ? Pas du tout, non. Moi, ce que je dis souvent, c'est que Sciences Po, c'est comme, si le droit c'est une langue étrangère, Sciences Po c'est des cours de conversation et la fac c'est des cours de grammaire. Donc, quand on sort de Sciences Po, on peut tout à fait devenir un excellent professionnel. Mais j'avais envie de faire quelque chose de plus théorique pour me rendre compte aussi que c'est pas forcément ce qui me plaisait. Du coup, pendant cette formation, est-ce que tu as fait des stages, des boulots, des... Ouais, j'ai fait quelques stages en cabinet d'avocat pour découvrir un peu ce que c'était. Donc je suis allé dans des grands cabinets, des petits, des moyens, et notamment dans un cabinet anglais qui est devenu ensuite mon premier patron, Clifford Chance. Et donc je m'étais dit qu'il fallait profiter des stages pour voir des cabinets de différentes tailles, voir quel était l'exercice qui correspondait le mieux, les forces et faiblesses de chaque organisation. Parce que le métier d'avocat, je me suis assez vite rendu compte qu'on pouvait en faire en fait à peu près ce qu'on voulait. Et qu'on pouvait exercer de mille et une manières et qu'il fallait choisir celle qui nous convenait le mieux, si c'était ce métier-là qui convenait, et ça a été le cas. Et toi, du coup, tu m'as dit que tu as fait des stages dans différents types de structures. Quelles conclusions t'en avais tirées par rapport à chacune de tes expériences, justement ? Si on prend un peu schématiquement, je suis allé chez Grand Rue, c'était mon premier stage. C'est un cabinet de bâtonnier, donc c'est un cabinet
plutôt, disons, années 90, début des années 2000. C'était mon premier stage, première expérience. Je l'avais retiré une impression sympathique, mais pas délirante. Parce que j'avais trouvé qu'il n'y avait pas un dynamisme fou, que c'était des dossiers auxquels surtout je ne comprenais pas forcément grand-chose, donc j'étais beaucoup moins mature. Ensuite, je suis allé chez Darroin, qui là était un grand cabinet d'affaires. On faisait à la fois du conseil et du contentieux. À cette occasion-là, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup moins le conseil, corporate que le contentieux. Que ce qui m'amusait, c'était aussi le jeu d'échange d'arguments. Et là, j'en ai tiré autre chose, c'est qu'une organisation, évidemment d'une grande réputation, mais surtout d'un beaucoup moins grand ordre qu'un cabinet comme Grand Rue, où finalement tout était beaucoup mieux rangé. Chez Darrois, c'était beaucoup plus entrepreneurial, si on peut dire ça, pour un cabinet qui avait plus de 20 ans d'existence. Et ensuite, je suis allé chez Clifford Chance, là encore un changement d'univers où il faut faire un code pour imprimer, où tout est extrêmement formaté, normé, mais en même temps avec un côté extrêmement puissant de l'image de marque du cabinet, de la culture en interne et surtout d'une forme de standardisation du conseil. Quand je dis standardisation, c'est pas que c'est bas de gamme, c'est que c'est l'excellence à tous les niveaux, et en fait vous allez avoir un conseil qui ressemble à la même chose à Hong Kong, à Washington ou à Paris. Ça, c'est assez impressionnant. Et donc, quand tu termines tous ces stages, que tu obtiens ton CAPA et qu'il est l'heure de trouver ta première collaboration, toi, tu te dis que ce qui t'a le plus plu, c'était plus le côté grosse structure comme Clifford? Non, pas du tout. Il se trouve que j'ai fait 4 ans de collaboration chez Clifford en contentieux, mais j'ai pas choisi en considération de la structure. J'ai surtout voulu aller là-bas pour l'équipe qu'il y avait et les différents associés. Qui m'ont formé et qui m'ont accueilli en fait dans la profession. Donc Jean-Pierre Grandjean, Thomas Baudesson, puis ensuite après les deux counsels, Diego de Lamerville et Thibaut Dallès, c'était vraiment les raisons qui m'ont fait choisir de rejoindre Clifford. Parce qu'en fait, quand on va dans une équipe d'un cabinet anglo-saxon, dans une équipe contentieuse où il y a 15 personnes, on est assez autonome et finalement ça ressemble plus à un micro-cabinet français qu'à une vraie organisation internationale. Donc voilà, ça, ce qui m'a séduit, c'est d'abord un choix de personne et ensuite surtout ils ont bien voulu de moi, ce qui était vraiment un avantage. Si on peut creuser un petit peu plus sur ce choix de personne, justement, ton coup de cœur pour ces personnes, tu te souviens un peu à quoi c'est lié? Je ne saurais pas te dire exactement à quoi c'est lié. Je sais que j'ai fait 3 stages chez Clifford, donc dès le premier, j'ai eu envie de revenir. Et j'ai tout de suite eu un super fit avec les plus jeunes qui étaient Diego et Thibaut, qui sont aujourd'hui associés et qui gèrent le département. Et cette relation m'a donné envie de devenir comme eux, parce que je trouvais qu'ils étaient super sympas, avec un super équilibre vie privée, vie perso, extrêmement talentueux dans leur métier. Et ensuite, il y avait Jean-Pierre et Thomas, qui sont 2 avocats beaucoup plus expérimentés, qui apportaient un côté un peu, j'allais dire, paternaliste au département. Et j'ai trouvé que c'était un bon attelage. Donc, je suis revenu en me disant que plus il me verrait, plus il voudrait me garder. Et j'ai eu de la chance. Ou justement ta stratégie marche. Ouais, après, c'est toujours un peu compliqué, rétrospectivement. Mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est pas forcément la meilleure idée. Mais là, ça s'est débouclé positivement, donc c'est plutôt bien. Et du coup, de ces 4 ans chez Clifford, comment ça se passe en tant que collab? Moi, j'ai adoré mes années chez Clifford. C'est ce qui m'a permis de devenir l'avocat que je suis aujourd'hui. Encore une fois, c'est plus dû aux personnes qu'à la structure. Mais voilà, moi, j'ai adoré. Comment est-ce que ça se passe? On travaille beaucoup, c'est très exigeant, mais en même temps, grâce à, encore une fois, cette équipe formidable, on peut développer des projets en parallèle, des projets perso, ce que j'ai cru comprendre, c'était pas le cas dans tous les cabinets, que ce soit français ou anglais ou américain d'ailleurs. Et donc toi, tu profites de cette organisation pour développer, pour créer ton blog en droit du partage. Comment c'est venu? Alors ça, le blog, ça n'a rien à voir en fait avec Clifford ou avec ma vie d'avocat. C'est d'abord une histoire d'amitié entre Michel, qui est aujourd'hui mon associé, et Loïc, qui est un excellent ami, mais qui lui n'a jamais prêté serment. On était tous les 3 copains de Sciences Po, et on s'est dit que c'était sympa de faire quelque chose de nos 10 doigts, en plus de nos exercices professionnels dans un secteur qui nous intéressait. Et donc on a choisi le numérique. Le numérique, à l'époque, il faut se rendre compte que personne n'est habitué à aller en vacances chez quelqu'un avec Airbnb. Donc alors, à l'époque, c'est 2013, donc octobre 2013. Donc octobre 2013, ça fait à peu près 6 à 8 mois que Uber et Airbnb sont en France. Personne ne commande de voiture avec son portable. Personne ne sait ce que c'est qu'Uber. Certains l'écrivent avec un H. Et
Airbnb, tout le monde appelle ça Airbnb, où personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. Donc c'est une époque un peu spéciale où nous on s'est dit tiens c'est marrant, on s'en est servi aux États-Unis par exemple, et ça vient en France, ça va poser des questions juridiques, on va s'y intéresser, c'est sympa. Donc c'est comme ça qu'on a créé un blog. Pendant un certain temps on ne savait pas trop quoi écrire dans ce blog, et finalement on a trouvé des sujets, et le transport de personnes, donc en gros Uber et toutes les démêlés judiciaires entre Uber, Uberpop, la loi Thévenoud de la fin 2014, ont donné en fait beaucoup de grains à moudre à nos petits cerveaux. Et donc on a écrit des articles qui, contre toute attente, ont été lus. Et ce faisant, on nous a sollicité de plus en plus, et c'est ce qui a commencé en fait à créer notre expertise dans ce secteur. Et donc voilà, donc, plutôt qu'une vraie histoire liée à Clifford, c'est surtout une histoire personnelle avec Michel et Loïc, qui sont à l'origine de ce projet et qui aujourd'hui a donné une partie de notre vie professionnelle à Michel et à moi. Et comment est-ce que... C'est-à-dire que vous commencez à réfléchir sur ce sujet auquel personne ne réfléchit, où il n'y a pas d'expertise première. Comment est-ce que vous avez géré cette... Enfin, je sais pas, moi par exemple, je me serais dit, mais je suis pas du tout légitime pour écrire un truc là-dessus, ou j'y connais rien, ou genre il n'y a personne pour vérifier si j'écris pas de bêtises. Comment est-ce que vous avez... Enfin, est-ce que vous avez eu ce genre de conflit, et est-ce que, si oui, comment est-ce que vous les avez gérés? Ou est-ce que vous vous êtes juste dit, bon, de toute façon, au pire, personne ne nous lit, c'est juste nous qui réfléchissons sur notre truc? C'est plutôt la deuxième option, mais après, ça c'est très personnel. On a chacun mis des choses très différentes dans ce projet pour qu'il réussisse. Je saurais pas dire. Enfin, je pense qu'on sait jamais. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais formalisé ça comme ça dans ma tête. C'est sympa, c'est rigolo, c'est nouveau. Et puisque c'est nouveau, il y a très peu de gens qui écrivent, donc à part aux États-Unis, donc il y a assez peu de chances d'avoir faux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que puisqu'il n'y a aucune règle qui existe pour ces modèles d'affaires, c'est que de l'effort intellectuel de qualification de certains éléments qui sont communs et d'essayer d'en faire un raisonnement juridique. Donc il n'y a pas vraiment à proprement parler de grand vertige à un moment où tu te dis tiens je vais écrire ça et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en penser, parce que comme tu dis personne ne nous lisait. Plus tard c'est venu, mais c'est pas venu avec le blog, parce que le blog c'est exploratoire, on se pose des questions, c'est venu quand on a eu nos premiers clients. Ça c'est assez vertigineux parce que tu donnes un avis sur une loi qui vient de sortir, et là pour le coup il n'y a aucun recul. Et on était des jeunes avocats, mais de la même manière que nos clients sont très jeunes aussi et ça ne les empêche pas d'entreprendre énormément de choses, nous on s'est dit que c'était exactement pareil pour nous et qu'il n'y avait pas de raison que l'industrie juridique soit dépourvue de capacité d'innovation. Donc reviens, si tu veux bien, sur ces premiers clients. Comment ils sont apparus? Le blog, en fait, puisque c'était une source d'information qu'on a voulu juridique mais vulgarisée, c'est-à-dire que le blog, on l'a créé tous les trois parce qu'on voulait ne pas parler aux juristes, c'est-à-dire que c'est pas un blog de juristes, c'est pas un blog juridique, c'est un blog sur le numérique, et il se trouve qu'on parle des contraintes réglementaires. Ça, c'était un choix de Loïc, Michel et de moi. Donc, partant de ce principe-là, en fait, on s'adressait déjà à des journalistes, des entrepreneurs. Et parce qu'on s'adressait à eux, ils nous ont écrit. Mais ils nous ont souvent écrit juste pour dire c'est bien, juste pour réagir, pour poser une question, pour en savoir plus. Et puis il y en a certains qui veulent en savoir plus, mais en fait ils veulent tellement en savoir plus que c'est pas juste une réponse simple. Donc c'est comme ça que sont venus les premiers clients, c'est par le blog. Et comment vous avez switché de la demande d'information un peu casual à en fait on vous vend une prestation juridique? Je saurais pas te dire. Je pense que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de. Là, je pense à un ou deux. Ça dépend de ce qu'ils demandent en fait. Et en fait, il y en a qui viennent pour te demander un conseil et pas juste pour discuter. On a toujours eu et on continue d'avoir et on continue de le faire des demandes d'étudiants qui écrivent des mémoires, qui sont en thèse et qui veulent en parler, et qui veulent juste être interviewés dans le cadre d'un master 2. Donc il y a ces demandes d'information qui sont plus des demandes d'échange ou de partage, et ensuite il y a j'ai tel business, j'aimerais faire telle chose. Donc en fait tu arrives à reconnaître et à faire la part des choses entre une demande, disons, pour un client et une demande qui n'est pas pour un client. Est-ce que vous avez eu une difficulté par exemple pour parce que toi tu venais de chez Clifford Chance, donc Michel est venu aussi d'un grand cabinet. Ouais, Michel lui a un parcours sans doute plus excellent que le mien. Il a fait un LLM à NYU.
il était chez Freshfields, ensuite il est chez Brun Pratt, donc en contentieux financier et en quête de régulateur. Et donc on avait des expertises qui étaient similaires et complémentaires à la fois. Mais du coup, dans ces types de cabinets, c'est pas non plus des cabinets où on gère forcément la facturation, la négociation des prix des consultations avec les clients, etc. Donc vous, est-ce que vous avez une difficulté à vous dire, en fait, combien vaut ce que je vais vendre, combien vaut mon expertise, comment est-ce que je vais réfléchir au prix de mes services? C'est sûr que dans ces cabinets-là, on ne te demande pas vraiment ton avis, mais pour cet aspect-là. Mais encore une fois, nous, c'est assez empirique ce qu'on a fait. C'est que déjà, c'était assez mystérieux que des gens nous lisent au début. C'est très sympa. Il y a nos copines respectives, nos potes, éventuellement nos parents. Mais voilà, quand on a 10 lecteurs, c'est déjà la folie. Et ensuite, quand on s'est rendu compte que des tiers lisaient, qu'en plus ça intéressait, qu'il y avait des gens qui s'abonnaient, en réalité, tu es déjà dans une gestion d'autre chose. Et donc, quand il s'agit de quelqu'un qui te demande un conseil et tu te demandes combien est-ce que tu vas bien pouvoir le vendre, nous, on a plutôt pris la question dans l'autre sens. Avec Michel, je me souviens d'une discussion, c'est OK, qu'est-ce que le client est capable de payer? Et donc, en fait, c'est pas tant une question de combien est-ce que ça vaut, c'est combien est-ce qu'il le valorise. Et souvent, au début, c'était des dossiers assez modestes. Mais nous, ça nous amusait parce qu'on avait l'impression d'avoir eu super de bol. Que quelqu'un nous écrive et nous demande des conseils. Mais ensuite, on s'est rendu compte que personne d'autre ne pouvait donner ces conseils-là. Et c'est là où on en a eu de plus en plus et qu'on a eu une approche de plus en plus, même si le Conseil de l'ordre, s'il m'entendait, trouverait ça pas bien, mais une approche commerciale. Et du coup, tu évoques le Conseil de l'ordre. Je sais que tu as fait partie de l'incubateur du barreau de Paris. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, l'incubateur, ça c'est grâce à mon patron Jean-Pierre, qui était le coordinateur de l'incubateur à l'époque. L'incubateur, c'était censé être, alors je dis censé parce que je vais l'expliquer dans un instant, censé être une petite cellule d'avocats qui réfléchit à l'innovation et à l'avenir de la profession et à l'intégration de dimensions numériques dans la manière d'exercer, mais aussi dans comment intégrer des sociétés commerciales à l'exercice de l'avocat. Donc c'est ce qui s'appelle communément les legal tech. Moi, je suis resté 1 an parce que ça correspondait pas en fait aux aspirations et à l'idée que je me faisais de ce que c'est qu'une cellule qui est censée être un peu prospective et innovante, parce qu'en fait, les contraintes que l'ordre imposait sur cet organe étaient beaucoup trop importantes. Quelles étaient ces contraintes? Il y a toute une dimension déontologique qui fait que tu es vachement contraint. C'est-à-dire que c'est une interprétation qui peut être faite de certaines règles qui te conduit à te priver de tel ou tel service ou de telle ou telle possibilité de développer ton activité pour une raison déontologique. Donc c'est-à-dire qu'il y a certaines restrictions qui sont justifiées, d'autres qui mériteraient d'évoluer. Mais le Conseil de l'ordre a une certaine inertie et la régulation plus généralement à l'échelle nationale de la profession est très compliquée. Donc c'est difficile de vraiment innover dans cette profession parce qu'on a des contraintes déontologiques qui sont assez lourdes. Et donc toi, ça a été facteur de frustration, tu as décidé de partir? Je suis parti, mais je suis parti parce que ça correspondait pas à ce que je voulais faire et que par ailleurs, on avait cette histoire de blog avec Michel qui en fait est devenue vachement importante dans nos vies. Parce que ne serait-ce que parce qu'on avait créé ça avec Loïc et Michel et que c'était extrêmement intéressant et qu'ensuite ça nous a accompagnés, c'est-à-dire ça nous a amusé d'être lus, donc on cherchait de nouveaux sujets, en cherchant de nouveaux sujets on découvrait de nouvelles problématiques, il y a de nouvelles personnes qui nous contactaient, en fait tout s'est un petit peu nourri. Et je pense que la période charnière ça devait être le premier semestre 2015. Premier semestre 2015, c'est le moment où en fait Uberpop, Hitch et puis d'autres plateformes ont en fait été extrêmement stigmatisées, notamment par les taxis, et c'est arrivé à un tel point que en juin 2015, je ne sais pas si tu te souviens, si ceux qui nous écoutent se souviennent, mais il y avait des grèves extrêmement importantes de taxis, des voitures qui brûlaient, on ne pouvait plus accéder à Orly, et tout ça était dû en fait à la tension de ce qu'un nouvel acteur apportait comme déséquilibre, mais comme aussi innovation dans un marché, qui est le marché des transports de personnes en zone urbaine. Et donc c'était tout le débat, transport rémunéré ou covoiturage, comment faire du covoiturage urbain ou du covoiturage courte distance, et ça a créé énormément de problématiques juridiques
et de tension sociale. Donc ça a rendu le sujet extrêmement visible. Et on était déjà depuis assez longtemps en train d'en parler, ce qui nous a donné encore plus de lecteurs, mais surtout des sollicitations de journalistes. Et Michel, lui, est allé à la matinale de RMC BFM chez Bourdin. Moi, je suis allé à la matinale de l'Europe 1 et ça nous a donné beaucoup de visibilité. Et à partir de ce moment-là, une maison d'édition nous a appelés pour écrire un livre. Je me souviens que tu travaillais sur ce livre quand j'étais en stage chez Clifford. Ouais. Mais c'est assez spécial parce qu'en fait, je me souviens très bien, on allait partir en vacances, on a eu le coup de téléphone, on s'est appelés tous les trois, on nous a dit voilà, on nous a demandé d'écrire un livre pendant 5 mois, est-ce qu'on est capable de le faire? Et on a répondu oui. Donc en fait, c'est juste ça. Si on regarde, en fait, tout est à l'air très réfléchi ou très logique. En fait, c'est juste que petit à petit, tu crées un parcours qui se fait en fonction des rencontres que tu fais, puis des choix, et puis surtout du travail. Parce que si on était resté tout seul dans notre coin et qu'on avait soit rien fait ou pas écrit du contenu de qualité, ce serait jamais rien passé. Donc c'est faux de penser que, en fait, on a eu du bol. Mais ce qui est vrai, c'est que on a bénéficié d'un contexte et de l'explosion du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne questionne l'importance et l'avenir de ce secteur. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'était ah oui, c'est une mode, ça va passer. C'était un des premiers trucs qu'on devait désamorcer. Et donc là, on est en 2015 et 2 ans plus tard, vous décidez de vous lancer à votre compte et de créer... en tout cas, on va parler de toi. Toi, tu décides de quitter Clifford pour te lancer dans l'aventure de ton propre cabinet. Alors, oui, on peut parler de moi, mais c'est une aventure avant tout collective. Pour ce qui est du blog et du livre, c'est Loïc et Michel. Et pour ce qui est du cabinet, disons, de la partie avocat, puisque Loïc n'est pas avocat, c'est Michel. Et c'est très difficile de parler à la première personne du singulier quand, en fait, on a une relation comme j'ai avec mon associé. Et l'importance que ça a dans l'histoire du cabinet, dans ses valeurs, que d'être deux. Donc, alors raconte-nous justement. Donc la réalité, c'est que on a fait ce grand projet et qu'en fait les sollicitations venaient via le blog. Et donc en fait c'était jamais les dossiers de l'un ou de l'autre ou de Loïc, de Michel ou de moi. C'était des clients communs. Donc en fait on a été très tôt habitués à partager. Et on n'a jamais eu de clients. Ou en tout cas on n'a jamais eu d'autres clients que des clients communs. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ce qui a fondé une sorte de pré-cabinet, puisqu'en fait chaque nouveau dossier qu'on avait, on les faisait ensemble. Et donc en fait 2015, 2016, le livre est publié en janvier et on a de plus en plus de sollicitations. Et donc en fait, on se met à avoir un dossier tous les 3 mois. En fait, on se met à avoir un dossier tous les mois. En fait, après, on en a plusieurs. Ensuite, on a beaucoup de calls. Ensuite, voilà. Mais sauf que la réalité, c'est que c'est pas l'un qui le fait dans son coin et l'autre qui le fait dans son coin pour X ou Y. C'est que tout se fait en commun. Et donc en fait, très rapidement, quand je dis très rapidement, c'est que le moment, et ça c'est plutôt le premier semestre 2017, le moment où on se met à avoir trop de clients, disons trop de sollicitations pour pouvoir gérer nos vies perso, nos vies au cabinet qui sont quand même des vies assez compétitives et exigeantes. C'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question, mais ça a été une réflexion commune, une décision collective, et c'est indissociable la décision de Michel et de la mienne. Donc quitter Bonaparte pour Michel et quitter Clifford pour moi, ça a été une décision qu'on a prise ensemble et qui en fait était assez naturelle dans ce qu'on avait créé, puisque encore une fois on n'était pas en train de se dire ah oui j'ai X clients, toi t'en as X, en fait j'ai plus envie de le faire que toi. C'est que c'était de la clientèle commune mise en commun depuis le début, et quand je dis depuis le début, c'est que c'est vraiment depuis le début. Comment ça a été vécu chez Clifford que tu t'en ailles? Ça, j'en sais rien, il faut leur demander. Moi, j'ai senti qu'ils étaient super contents pour moi. Tu t'es senti encouragé? Ah ouais, je me suis senti super encouragé. Non, mais moi, j'ai de la chance. J'ai eu des super patrons, une super équipe, des super confrères qui étaient mes collabs, mes co-collabs et mes co-bureaux. J'ai trouvé ça génial comme équipe. Le soutien qu'on m'a toujours apporté, à la fois dans me laisser faire, même si de temps en temps, ça imposait de changer peut-être une ou deux manières de s'organiser, et la manière dont ça a été reçu. Je pense que dans l'équipe, tout le monde s'est dit que c'était super pour moi. Après, à l'échelle du cabinet, ça me regarde pas, et puis de toute façon, ça m'importe assez peu. Ce qui compte, c'est que les personnes qui m'ont aidé à devenir un avocat soient fiers de moi et soient contents pour moi. Super. Et du coup, les débuts du cabinet? Le début du cabinet, on a démissionné en juillet 2017. Et donc, on a commencé le 1er octobre 2017.
Donc voilà, donc il y a eu beaucoup de choses à faire. Il a fallu choisir un nom, choisir des bureaux, se mettre en ordre de bataille pour pouvoir ouvrir en fait une entreprise. Ce qui est fou, c'est que personne dans la profession, mais que ce soit au cours de ta formation universitaire ou de ta formation à l'EEV, personne ne te dit ce que c'est que de créer un cabinet. Personne ne te dit qu'en fait c'est gérer une entreprise. Personne n'a d'infos. La personne qui est la mieux placée pour t'aider, qui est l'ordre, est en fait la personne qui t'aide le moins. Et donc la vraie chose qui est importante, c'est d'avoir des confrères qui ont fait la même chose et qui sont suffisamment proches pour pouvoir dire la vérité. Quand je dis dire la vérité, c'est que tous les avocats ont tendance à dire qu'ils sont les meilleurs et que ça cartonne. Donc il faut avoir des gens à qui tu peux poser des vraies questions pour dépasser un peu ce voile et avoir de la vraie info pour en fait pouvoir te dire ok, ça je suis capable de le faire, ou alors ça, telle chose j'arrive pas à la régler, c'est normal, telle autre personne m'a dit que ça lui avait mis 2 ans à démerder la pelote. Donc créer un cabinet, c'est vraiment créer une entreprise. Donc nous on était 2 en octobre 2017, on a recruté un premier stagiaire en janvier 2018 et ensuite tout va assez vite, en tout cas tout est allé assez vite pour nous. On a continué à développer notre clientèle. Le secteur continue de croître, donc on a aussi un effet positif. Et voilà, c'est assez rapidement, tu te retrouves avec tout un tas de questions de gestion d'entreprise, de la stratégie, de comment est-ce que ça marche. Mais on avait déjà intériorisé beaucoup de choses, puisque avant de créer le cabinet, on avait déjà déterminé une stratégie, une manière d'aborder le marché et une manière de voir le secteur. Donc tout ça nous aide à être sans doute plus lisible, en tout cas on l'espère, quoi. Mais pour revenir aux difficultés de monter son propre cabinet, donc vous, puisque vous n'avez pas trouvé le soutien dont vous auriez eu besoin à l'ordre, auprès de qui, à qui est-ce que vous vous êtes adressé, justement? Donc tu m'as dit à des confrères, Ouais. C'est des confrères que vous avez rencontrés c'est des copains pour l'essentiel, ou des copains de copains. C'est-à-dire que en fait, l'ordre te donne une information standard et n'a ni le rôle, enfin pourrait avoir le rôle, mais en tout cas ne le joue pas, de te conseiller, et ça c'est plus adapté, ou tu devrais faire telle chose, ou alors ça c'est ce qu'on te dit, mais en fait il faut faire ça aussi. Donc en fait c'est pas très satisfaisant quand tu veux vraiment savoir comment faire. Et en fait lire un manuel ou aller voir l'ordre, en fait vaut mieux lire le manuel, ce sera plus complet. Quand je dis aller voir des confrères, c'est se renseigner en fait. C'est qui l'a fait, qui dans mon entourage l'a fait. Et en fait, tu rencontres plein de gens et nous, on rencontre aujourd'hui plein de gens qui créent eux-mêmes leur cabinet et qui soit ont juste besoin d'en parler parce que c'est stressant, soit parce qu'ils ont besoin de tel ou tel avis. Donc j'ai l'impression, en tout cas nous c'est ce qu'on a expérimenté avec Michel, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance de ceux qui l'ont déjà fait. Pour aider ceux qui essayent, quoi. Il y a des démarches en particulier de création de cabinet qui vous ont vraiment beaucoup inspiré? Non. Vous n'avez pas un cabinet dont vous vous êtes dit ah là là, franchement ce qu'ils font c'est top? Non, nous évidemment tout le monde veut tendre vers l'excellence et devenir Darrois, Brennan-Pratt. Tout le monde aimerait être un réseau mondial comme Clifford ou Freshfields. Mais nous, la vraie chose qui nous différencie, c'est qu'on est un cabinet sectoriel. C'est-à-dire que notre cabinet ne se définit pas par rapport à la matière de droit qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas un cabinet de droit social ou un cabinet de corporate. On est un cabinet du secteur numérique. Et pour ces clients, donc qui sont spécifiques à ce secteur, on fait plein de droits différents. Ça ne veut pas dire qu'on est des experts dans tous les droits, mais qu'en fait, on connaît toutes les problématiques que nos clients rencontrent. Et donc, en cela, on se rapproche plus d'un cabinet comme un cabinet d'aviation ou un cabinet de régulatory bancaire. C'est-à-dire que vous faites du régulatory bancaire, de la compliance et du contentieux bancaire. Pareil pour les cabinets d'aviation, vous faites un peu de droit des assurances, vous vendez les avions, les contrats de fabrication et ensuite les crashs aériens. Donc si on devait vraiment faire un parallèle avec d'autres cabinets, ce serait ce type de cabinet-là. Mais encore une fois, nous on avait avec Michel une idée assez claire de ce qu'on voulait faire. Et on s'est entouré de conseils pour créer cette image. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est plus un cabinet sectoriel qu'un point de repère un peu full service firm. Donc quand tu dis de conseils pour créer cette image, tu parles de conseils. Je parle du site internet. Ouais, je parle d'une agence. On travaille avec Elliott et Marcus, qui est une agence exceptionnelle, avec Gwenelle Henry, qui
qui nous a soutenus depuis le début et qui nous a aidés à créer la marque, l'identité visuelle, à réfléchir dès le début. C'est comme une psychothérapie professionnelle, quoi. Tu t'enfermes, tu fais le jeu des post-it, ça n'existe pas que dans les films. Et puis en fait, en discutant, des choses qui étaient intériorisées chez Michel, chez moi, on a réussi à les mettre en commun et en fait à faire émerger ce qui caractérisait les conseils qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on ne se rendait pas compte il y a 2 ans de ce qu'on donnait vraiment comme conseil. On savait ce qu'on donnait, mais on ne savait pas dans quoi ça s'inscrivait et comment est-ce qu'on pouvait le marketer, le vendre. Donc voilà, donc ça a été vraiment la construction en fait de la stratégie du cabinet et on la poursuit encore aujourd'hui. Et donc vous avez recruté votre premier collaborateur? Ouais, on a un super collab. D'abord un stagiaire et maintenant un collaborateur. Ouais, alors on était en janvier 2018, on a eu notre première stagiaire. Ensuite, à partir de juillet, on en a eu 2. Et on a recruté un des 2 qui s'appelle Yanis. Et voilà, donc Yanis nous a rejoint comme collab là, au début du mois de novembre. Et c'est formidable, quoi. Aujourd'hui, on est 4. En janvier, on sera 5. Et voilà, c'est formidable, quoi. Et comment est-ce que vous vivez justement cette aventure de cabinet avec des collaborateurs, des stagiaires qui travaillent pour vous? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi en termes de comment gérer ça? Bah oui, évidemment, on y réfléchit. Après, quand tu gères un cabinet, tu es à la fois l'associé, le collab, le stagiaire, le comptable. Et donc en fait, la seule chose que tu fais, c'est faire, c'est itérer. On a du temps évidemment de réflexion, mais on n'a pas autant de temps qu'on aimerait pour réfléchir à comment telle ou telle chose devrait être organisée. Donc ce qui est important, c'est que, et ça on le fait depuis le début, on s'impose de se parler uniquement de ça une fois par semaine. Évidemment, on s'en parle à plein d'autres endroits, mais il y a un moment dans la semaine qui est dédié à un peu faire le point sur le cabinet et de comment ça marche. Donc ça, c'est entre Michel et toi? Ouais, entre Michel et moi. Okay. Et puis ensuite, après, on a des réunions d'équipe, évidemment. Il y a tout un tas de choses qu'on met en place petit à petit. Mais en fait, encore une fois, on le met en place petit à petit. Il n'y a pas de grand livre où on le sort de notre chapeau. Non, mais je suppose que, parce que vous avez tous les 2 eu des expériences de collaborateurs quand même, plus plusieurs stages. Donc je suppose que dans la manière dont vous voulez exercer et dans l'aspect humain de la manière dont vous voulez exercer, je suppose que vous en avez tiré des idées ou des... Bah, c'est sûr que nous, on aimerait... après, là, c'est des sensibilités de chacun, mais je pense que Michel et moi avons à cœur de créer un cabinet où il y a des fortes valeurs humaines au cœur du réacteur. Donc, ne pas retrouver les défauts qu'on a pu identifier dans nos cabinets, dans les cabinets qui nous ont formés. Comme ce qui implique d'essayer d'avoir une organisation un peu plus horizontale. Quand je dis horizontale, c'est que l'avis de tout le monde est bienvenu, qu'il sera considéré à chaque fois. Impliquer tout le monde autant que possible dans les dossiers. Donc nous, puisqu'on facture pas à l'heure, donc on n'a pas du tout la contrainte de il faut pas que tu viennes à ce meeting, ça va coûter trop cher au client. Donc à tout meeting, toutes les personnes qui ont été impliquées dans le dossier seront là. Pareil pour un call, pareil pour une audience. Donc on essaye d'avoir une inclusion de tout le monde. La deuxième chose qui est très spéciale chez nous, c'est qu'on a donc toujours le blog, droit du partage, et on a créé une revue qui s'appelle Third, THIRD. Et Third, c'est une revue qu'on veut publier 2 fois par an sur un thème identifié et qui réunit des avis d'experts sur ce thème. Donc c'est faire parler des gens qui parlent du sujet mais dans leur spécialité et en fait de les mettre au même endroit. Là, récemment, on a publié le numéro qui est dédié aux algorithmes. Et donc, dans le numéro sur les algorithmes, il y a un informaticien, un économiste, nous comme juriste, il y a un membre de l'administration, un parlementaire, un joueur d'échecs. Enfin, voilà. Donc, on essaie de réunir tous ces points de vue. Et donc, le blog plus Third font que aussi, ça donne une manière d'impliquer un peu les membres de l'équipe dans quelque chose qui n'est pas que des dossiers et qui est à la fois amusant et puis intellectuellement stimulant. De se dire que la seule chose que tu vas faire au cabinet, c'est pas venir prendre des notes ou des conclusions ou des analyses et ensuite rentrer chez toi. C'est qu'il y a aussi cette vision qu'on essaie de porter du secteur, mais qu'on essaie aussi de promouvoir le secteur par ce biais-là.
Et comment est-ce que vous recrutez ? Comment est-ce qu'on recrute ? Ouais. Je sais pas, on recrute pas beaucoup, donc Non, mais quand vous avez dû faire des recrutements, alors vous avez recruté un des stagiaires que vous avez eu, donc finalement il est déjà in-house, mais... Nous, comment on recrute, c'est comme tout le monde, je pense. Hein. Mais est-ce que vous avez formalisé en fait dans votre tête le type de candidat, enfin les qualités dont vous avez besoin de la part d'un candidat ou d'une candidate ? C'est difficile de répondre à cette question. Disons que les canaux pour postuler sont les mêmes que tous les cabinets. Hein. C'est les écoles, le FB, Village de la Justice, en gros. Éventuellement après réseau personnel, mais ça c'est beaucoup plus facile, hein, que ce soit LinkedIn ou des copains. Donc ça, c'est des canaux d'acquisition classiques. Après, pour qui on cherche, ça c'est plus difficile pour nous parce qu'en gros, il y a très peu de masters qui sont dédiés à ça, en tout cas aujourd'hui. Donc, évidemment, un profil qui a fait du droit de l'informatique, du droit du numérique, c'est un plus, mais on ne peut pas se restreindre à ça parce qu'en fait, si tu fais ça, tu vises 40 personnes par an et donc tu n'as pas beaucoup de chances d'avoir des candidats. Donc en fait, ce qu'on cherche avant tout, c'est une personnalité plus qu'un parcours. Évidemment, il faut avoir un parcours excellent, il faut parler anglais, c'est très important. Qu'est-ce que tu veux dire par parcours excellent ? Un super parcours universitaire, mais encore une fois, parcours universitaire, parcours école de commerce, parcours Sciences Po, peu importe. Quand je dis excellent, c'est que tu as fait des super stages, que tu as fait des bonnes facs et que tu es un bon juriste. C'est la seule chose qui compte. Et ensuite, le deuxième grand élément qui est primordial, mais si tu n'as pas ce premier... disons que si tu n'as pas cette première condition technique qui est remplie, la deuxième en fait ne vaut pas, c'est d'être passionné par le secteur et d'avoir envie de t'y impliquer. C'est hyper important parce qu'en fait, ça a l'air très sexy ce qu'on fait. Mais la réalité de tous les jours, c'est que c'est extrêmement technique et parfois un peu aride. C'est-à-dire que c'est des règlements européens, c'est des règles très techniques sur telle ou telle profession, c'est beaucoup de droit de l'informatique. Donc si tu n'as pas à cœur de participer à ce secteur-là ou de participer à son développement, donc admettons que tu sois très contre, par exemple, en fait, tu vas avoir un trop gros gap entre ce que tu fais tous les jours et ce que tu es au fond de toi-même. Donc en fait, ça va assez rapidement se voir. Donc sans doute que au cabinet, il y a très peu de personnes, voire zéro personne qui n'ont pas une affinité plus pour le cabinet et pour le secteur. Donc c'est vraiment une personnalité polyvalente parce qu'on mobilise plein de morceaux de droit très différents, qui a envie de s'impliquer dans un projet entrepreneurial et qui est un excellent juriste. Mais ça, encore une fois, je le dis parce que c'est une condition, donc sinon je ne répondrai pas à ta question, mais c'est un prérequis. C'est-à-dire que... Mais en fait, je te pose la question parce que dans le deuxième épisode, j'ai interviewé Antoine Delacarte. Et Antoine, un peu comme toi, il est allé à Sciences Po, ensuite il a fait un LLM à la London School of Economics, il a fait beaucoup de stages, dont des stages dans des grands cabinets, chez Mayer Brown, chez Gide, et j'ai eu des retours en fait de collaborateurs, pas de collaborateurs, j'ai eu des retours d'auditeurs qui me disent c'est bien joli tout ça, mais Antoine il a aussi eu les moyens finalement d'avoir ce parcours, et à quel moment est-ce que finalement c'est pas discriminant qu'il faille passer par ces écoles de commerce, des LLM, des gros noms de cabinets de stage, ou 2-3 facs qui sont estimés comme potables sur le territoire français pour pouvoir accéder à certains cabinets. Et moi, c'est vrai qu'il y a des contraintes que je comprends, par exemple l'anglais. Vous, clairement, vous avez une clientèle qui est très internationale et notamment anglophone du fait même de l'économie dans laquelle vous êtes. Mais est-ce que c'est des choses où vous vous dites, tu vois, quand tu dis typiquement, il faut un parcours d'excellence, école de commerce, voilà, ça. Est-ce que vous vous dites pas aussi que vous passez à côté de profils qui sont sûrement aussi intéressants sans être passés par ces grosses étiquettes-là ? Tous, ils sont peut-être juste pas passés par là parce qu'ils n'avaient pas les moyens, quelque part. Moi, je pense pas. Mon parcours, c'est un bon exemple. Sciences Po, les frais de scolarité, par exemple, dépendent des revenus de tes parents. Donc, c'est-à-dire que tu peux payer... en tout cas, moi, de mon époque, c'était entre 500 et 5000. Aujourd'hui, ça a beaucoup augmenté, mais je suis sûr que ça reste très accessible pour ceux qui ont des revenus modestes. Ensuite, à Sciences Po, il y a beaucoup de bourses. Donc ça, si je prends juste l'exemple de mon parcours, ça, c'est le premier volet-là. Tu
peux faire Sciences Po sans être fortuné. Et c'est ce qui d'ailleurs fait la force de cette école et sa richesse. Ensuite, je suis allé à la fac. La fac par correspondance, ça coûte pas grand-chose. Donc là, on parle d'un certain euro. Et pareil pour le Master 2. C'est l'université, c'est ce qu'il y a de plus accessible. Donc moi, j'ai pas un parcours, pour répondre à ta question, qui coûte cher. Après, nous, on reçoit plein de candidatures, on les regarde toutes. On n'a malheureusement pas le temps de répondre à toutes les candidatures, parce que sinon, ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Et on n'a pas cette puissance, tu vois. C'est la vraie différence entre un petit cabinet et un gros cabinet, c'est que nous, on n'a pas de temps à allouer à répondre. Je te rassure, les grands cabinets ne répondent pas à tout le monde. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est nous, on aimerait, tu vois, pouvoir répondre à tout le monde. Pour autant, je pense, en tout cas, c'est jamais rentré en ligne de compte de ah ouais, alors lui, il n'a pas fait HEC, donc en fait, on va pas le voir. C'est pas vraiment ce qu'on regarde dans un CV. Ce qu'on regarde, c'est que t'aies tous les signaux pour savoir si t'es un bon juriste ou non. Mais tu peux être un excellent juriste en étant juste allé à la fac. D'ailleurs, c'est encore heureux parce que c'est l'objectif de l'université. Si ensuite tu as fait, je sais pas quoi, un master spécialisé ou que tu as fait une grande école, c'est un plus, c'est très bien, mais on n'a jamais posé de questions presque sur ça. En tout cas, pour nous, le cœur du réacteur pour un candidat, c'est sa motivation dans le numérique pour rejoindre cet écosystème-là, sa volonté d'y rester. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas juste te dire ah ouais, c'est sympa, et en fait, ah ouais, au bout d'un an, en fait, ça m'amuse plus. Et le deuxième grand élément, c'est que il faut être très polyvalent et avoir envie, en tout cas ne pas être dérangé par être inconfortable. Donc ça, je ne reconnais pas trop la critique dans la manière dont on aborde. C'est pas une critique, c'est plus un questionnement sur si vous avez... Mais du coup, moi, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est qu'en fait, dans les CV, vous regardez surtout entre les lignes si vous allez trouver cette appétence plus pour le secteur et pour concrètement ce que la personne va faire. C'est-à-dire que je suppose que comme il y a beaucoup de travail, de réflexion, d'écriture et quelque part de lobbying, je suppose que vous regardez un peu des investissements parallèles. Enfin, voilà, Mais c'est pas une critique que je te fais. Non, mais quand je dis critique, c'était pas adressé à nous. Quand je dis critique, c'était pas adressé à nous. C'est sûr que tu peux te dire, ok, c'est de la reproduction d'élite, dès lors que tu dois avoir une double formation, fac plus quelque chose d'autre coûte souvent très cher, que ça soit un LLM ou une grande école. Bon, moi ça je l'entends parfaitement. Après, encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est le profil en fait. C'est con à dire, mais est-ce que il y a l'air d'y avoir de la diversité? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais en parallèle, comme tu dis très bien? Est-ce que tu t'intéresses à des choses qui en fait intéressent le cabinet? Et ça, c'est important pour nous parce qu'il faut que vive la réflexion, et Michel et moi, on peut pas non plus avoir toutes les bonnes idées. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est conscient de nos limites et on sait qu'il y a tellement de choses qu'on peut pas explorer parce qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas l'appétence, et donc on a besoin d'être nourri par d'autres qui ont envie. Donc voilà, c'est vraiment ça ce qu'on cherche, et pendant les entretiens, c'est l'essentiel de nos questions. Et après, il y a vraiment des must-have, c'est être un excellent juriste, quelle que soit ta formation, et extrêmement bien parler anglais. Ça, si tu n'as pas ces deux prérequis-là, en fait, tu ne pourras pas rentrer au cabinet, ça va être trop dur. Bien sûr. Et en parlant de super idées, moi je suis une grande fan de ce que vous faites. Ouais, c'est sympa, merci. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est top. Votre site internet, je trouve qu'il est hyper bien fait, et je pense aux clients qui viennent et qui savent pas trop en fait qu'est-ce qu'un cabinet d'avocat va les livrer. Ouais, je le trouve bien fait. Même vous avez la revue, le médium, je trouve ça top. Est-ce que j'ai l'impression qu'en fait vous avez toujours des nouvelles idées, que vous avez toujours ramené une nouvelle chose, vous avez des projets chouettes là qui viennent? Non, mais on va déjà essayer de... Évidemment, on a plein d'idées. En fait, nous, on pense que plus on a d'idées, plus on a d'idées. Encore une fois, c'est très Shadok de dire ça, mais en fait, il faut s'entraîner à avoir des idées. Tu peux pas juste un jour te dire, bon, là, je vais avoir des idées, et puis j'aurai des idées à exploiter. C'est qu'en fait, plus tu réfléchis à ce que tu pourrais faire, plus en fait, tu as envie de faire de choses. Est-ce qu'on a des choses chouettes qui viennent? On va d'abord essayer de consolider, je pense, ce qu'on a lancé. On était très fiers de pouvoir sortir un deuxième numéro de Third et de remplir notre promesse pour l'année 2018 d'en sortir 2. Donc là, on est en train de lancer le troisième, mais qui est en fait le numéro 2, après le hors-série du 0. Et donc, on aimerait bien le publier dans le premier semestre 2019.
Et puis ensuite, voilà, non, sinon c'est continuer à développer le cabinet et puis huiler certains process et certaines manières de fonctionner. Parce que comme tu le disais, le cabinet existe depuis assez peu de temps et on a un peu grossi. Et donc il faut qu'on arrive à bien interagir avec Yanis, que Michel et moi on arrive à s'adapter à cette nouvelle organisation. Parce que c'est pas du tout pareil d'être deux, où on a toujours été deux dans le blog, dans nos dossiers perso, et ensuite de soudainement plus être deux. Donc il faut qu'on arrive à créer ces conditions, les conditions du succès. Mais bon, on pourrait faire plein de choses. Mais on va d'abord consolider ce qu'on sait faire. Et est-ce que vous auriez pas envie quelque part de partager, enfin je sais que vous le faites du coup beaucoup en one-to-one quand les gens vous sollicitent, etc. Mais de partager comment vous vivez le fait de lancer ce cabinet et de le faire de façon comme si vous montiez vraiment votre entreprise, de partager ça plus au niveau de l'ordre ou au niveau des de manière plus formalisée quelque part. Ouais, bien sûr, on pourrait faire plein de choses, mais encore une fois, là, on se heurte à la dimension du temps, quoi. On fait déjà plein de choses qui sont, plein de choses qui nous rapportent pas d'argent. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'on le fait pas à contre-cœur, mais c'est qu'on fait beaucoup de choses. Ensuite, gérer le cabinet, ça prend plein de temps. Et ensuite, il faut quand même avoir les dossiers et les gérer. Donc, si on nous sollicite pour savoir ce que c'est que de créer un cabinet, on est évidemment ravis de répondre, pour autant que notre expérience soit pertinente. Parce qu'on n'est pas les seuls à le faire, Ensuite, on a une expérience très spéciale. Je pense que toute création a sa propre histoire et ses propres contraintes. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que le partager à l'ordre et de manière formelle, en fait, c'est informalisable, ce qu'on vit. Donc, même si on écrivait une note sur les enjeux de créer un cabinet, en fait, ça serait assez peu digeste et ça porterait sans doute pas les messages qu'on voudrait porter. Je pense que notre discussion est beaucoup plus pertinente. En tout cas, pour donner un sentiment et puis pour rassurer, quoi. C'est-à-dire que, évidemment, créer un cabinet, ça fait peur. Évidemment, c'est compliqué. Mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et puis, si ça marche pas, c'est pas grave, encore une fois. Donc, en France, on a quand même un gros problème avec l'échec. C'est qu'on a l'impression que si on rate, en fait, il y a une sorte d'opprobre social. Ce qui n'est pas du tout le cas dans un pays anglo-saxon où, en fait, rater, en fait, ça fait partie. C'est la vie des affaires. Tu as raté, tu referas un autre truc. Et donc, il y a beaucoup de choses à la fois culturelles et qui sont propres à notre industrie où finalement c'était une profession extrêmement entreprenante et innovante. C'est-à-dire que l'objectif de tout collaborateur c'était de s'installer et c'est devenu un peu moins le cas depuis 15 ou 20 ans parce qu'en fait les dossiers sont devenus tellement gros avec tellement d'enjeux et ça forme cristallisé autour de gros cabinets, ce qui est le cas aussi dans le monde anglo-saxon, mais en France il y avait quand même une dimension en fait comme les pénalistes, quoi. Tu fais tes armes chez un grand pénaliste et puis tu t'installes. Et ça, c'était en tout cas, moi, l'idée que je me faisais de la profession. Mais disons, dans un environnement d'affaires, c'est beaucoup plus difficile. Mais encore une fois, là, on a une expérience extrêmement biaisée. On parle du numérique. Je ne sais pas combien d'avocats à Paris qui font ça. Sans doute vraiment pas beaucoup. Alors que le gros des confrères font du droit de la famille, du droit pénal, du droit civil au sens large et du droit des sociétés. Donc, on a une expérience extrêmement spéciale. Donc on ne prétend pas, nous, ériger ça en règle. Donc si on nous demande notre avis, on est ravis de le donner pour autant qu'on ait le temps. Si on nous contacte, on est ravis de pouvoir répondre. Non, mais cela dit, je pense que c'est quand même un secteur à dépoussiérer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des legal tech qui viennent et qui dépoussièrent tout ça. Et donc même, je suppose, en termes de technicité, ou en tout cas dans la manière de vendre cette technicité et de l'exercer, je suppose qu'il y a des choses un peu neuves à faire. Et bien évidemment, vous pouvez partager que votre expérience qui est biaisée parce que vous avez innové en plus dans un droit innovant. Mais encore une fois, moi, ce que je trouve très chouette dans ce que vous faites, c'est que vous innovez aussi beaucoup en termes de comment vous vendez vos services en tant qu'avocat. Et donc, c'est sans doute là où on innove le plus parce que l'exercice quotidien, c'est un exercice extrêmement traditionnel. Exactement. Alors, on a plein de choses qui nous différencient. C'est qu'on a une politique de zéro papier, donc on n'imprime rien ou quasiment rien. Tout est numérique. On va beaucoup chez le client, donc il y a plein de choses qu'on a décidé de faire parce que ça correspond à notre industrie. Mais encore une fois, c'est très spécial à nous. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, la manière dont on communique et dont on parle de nous, ça c'est sans doute ce qui est le plus singulier. Mais après, est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée ? Je ne sais pas.
Bah, en tout cas, c'est quelque chose qui vous ressemble. Donc, voilà, exactement. En fait, pour ça, ça doit être une bonne idée. Voilà. Et donc, mais là, c'est là où on touche à un autre sujet, c'est qu'en fait, c'est éminemment personnel. Et donc c'est une vue de l'esprit de se dire que notre expérience peut être pertinente pour d'autres, puisque c'est personnel. Donc, c'est un des... Enfin, nous, si on pouvait utiliser le cabinet comme une inspiration, moi, j'en serais absolument ravi. Mais c'est difficilement déclinable. Bah, en tout cas, une inspiration à faire quelque chose qui leur ressemble. Ouais, bah ça, je pense qu'il faut absolument... De toute façon, il faut se rendre compte que rien n'est impossible parce qu'il suffit de vouloir le faire et de se donner ensuite les moyens. Donc ça a l'air d'être très creux, ce que je dis, mais si tu restes à un stade contemplatif, en fait, il ne va jamais rien se passer. Et c'est comme le gardien de musée qui rêve d'être explorateur et qui se balade au milieu d'artefacts d'archéologie. Si son rêve c'est d'aller à la découverte de X ou Y pays, il faut y aller. Et de la même manière, nous on s'est rendu compte que quand on parlait de est-ce qu'on s'installe ou est-ce qu'on s'installe pas, il y avait évidemment plein de pour, plein de contre, mais il y avait aussi cette ligne de fond qui était si nous on le fait pas, en fait qui le fait. Et ça nous a accompagnés parce que on avait quelques dossiers perso, vraiment pas assez pour en vivre, mais on en avait quelques-uns. Et ensuite, on avait un secteur auquel on croyait, plus envie de le faire. Et donc, il n'y aura jamais de raison objective, rationnelle et rassurante de créer un cabinet. De la même manière qu'il n'y a aucune raison d'être rassuré de créer une entreprise. Parce qu'il y a, toutes les raisons que ça rate, et deux, c'est insécurisant. Et ça, c'est juste sortir de sa zone de confort. Et en fait, le monde... Et ça, c'est ce qui nous avait rassuré quand un de nos copains nous avait dit ça, c'est que le monde ne va pas s'effondrer. Donc, soit tu réussis, c'est génial, soit tu rates, c'est pas grave. Et ça, c'est quand même vachement rassurant de l'entendre, en tout cas de le savoir. Pour terminer cet entretien, je te propose 3 petites questions. Qu'est-ce qui t'a particulièrement inspiré dernièrement ? Particulièrement inspiré ? Ouais. Je dirais l'amarcissage de Insight sur Mars. La dernière chose qui t'a procuré de la joie ? Un week-end tranquille à la maison avec ma femme. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe ? Un costume. Okay. Merci de l'ouverture. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un commentaire et des étoiles sur iTunes ou l'application podcast que vous utilisez, à me le dire en privé, à remercier Arthur et aussi à en parler autour de vous. Ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.